Maintenant, nous allons donner la parole aux sourciers de la mémoire, aux historiens. Et je donne la parole pour commencer à Jean-Dominique Verrette, à traiter d'un sujet bien particulier, s'engager pour libérer la France, l'exemple Corse. Bonjour à tous. Alors, dans ce temps de commémoration, je voulais évoquer la notion d'engagement. Alors, c'est une notion qui est quand même assez... On en parle beaucoup, mais il mérite quand même une réflexion. Je voudrais d'abord donner une première définition qui a été donnée par un historien. Les motifs d'engagement sont variés, parfois contraires. Perception idéalisée, une aventure personnelle, la nostalgie, un engagement moral, une résolution idéologique. Elles se superposent et se croisent parfois pour certains auteurs français, là je pense aux écrivains, l'action est libératrice et certains parlent de patriotisme défensif. Donc, en ce temps de commémoration, il me semble important de réfléchir à ce qui a fait la base de l'action en amont et d'avoir une réflexion. Qu'est-ce qui a poussé les résistants en essayant d'éviter le piège de la simplification? Et là, je donne une deuxième définition d'une historienne que je cite, Alia Aglan, qui a travaillé sur la France défaite dans la documentation photographique, qui précise: si l'engagement résistant procède en premier lieu d'un choix individuel, il s'ancre aussi dans une organisation une prise de risque collective où se nouent des nouvelles solidarités, appuyées sur la réactivation de solidarités anciennes, les unes et les autres étant fortement éprouvées par la répression de diverses polices. Voilà, essayer de partir de cette notion et d'aboutir à la problématique suivante: en quoi l'engagement d'hommes et de femmes fut-il exemplaire et quels sont les temps de cet engagement qu'on pourrait distinguer pour la Corse. Alors, faire une chronologie, c'est toujours arbitraire parce qu'on met toujours des choses de côté, mais je peux essayer de distinguer différents temps. Le temps de la décision, 1940 et 1941, quel est son devoir? Face à l'invasion, on se pose la question. Donc, le 18 juin 1940, il y a l'appel du général de Gaulle qui est lancé, et souvent certains historiens disent qu'il n'a pas été écouté ou peu écouté. Bon, certains pourtant l'ont écouté. Henri Maillot, par exemple, qui rentre en contact avec Scamarone. Alors, quelle est la situation de la France à cette époque-là? La France est occupée. Là, pour l'Italie, l'armistice est signé le 24 juin et il y a une commission d'armistice. Alors, que dit le texte de la commission d'armistice? Tant que dureront les hostilités entre l'Italie et l'Empire britannique, les places fortes militaires maritimes et les bases de navales de Toulon, Bizerte, Ajaccio et Oran seront démilitarisées. L'article 23 prévoit que la commission italienne d'armistice, dépendant du commandant suprême italien, sera chargée et de régler, de contrôler l'exécution de la présente convention. Alors, quelles sont les réactions? L'administration est mise en place et certains historiens ont mis en évidence le fait que l'administration mise en place par Vichy ne collabore pas tout à fait ou essaie de mettre quelques résistances. C'est ce qui est dit concernant le sous-préfet Rix dans un article du mémorial intitulé « Le ver est dans le fruit », c'est-à-dire que pour appliquer certaines décisions, il a essayé de freiner certaines décisions avec le classement de certains dossiers. D'autres sous-préfets ont été cités par Jean-Louis Livret, par exemple, qui était en rapport avec des patriotes. On cite aussi le refus politique. Alors, le refus politique, c'est le vote. On ne peut pas parler de libération, de résistance, sans parler du vote de Jacob qui décide, qui demande d'ailleurs qu'il s'adresserait à Pierre Laval. Donc, refus politique. Et je m'attarderai sur un épisode important, le sens du devoir. C'est Fresca Marone, je cite l'ouvrage sur Fresca Marone qui a été écrit par sa sœur, qui précise: Fred avait embrassé la carrière préfectorale. Il avait une volonté de combattre au début de la guerre alors qu'il est blessé. Il quitte la préfecture pour l'aviation. L'acte de mort va toujours répugner Fred. Il ne fera jamais couler le sang, il amène la sienne, pas celle des autres. Il ne prend jamais ses décisions par intérêt. Il les prend toujours avec lucidité comme elles s'imposent à lui, et il est guidé par un sentiment de révolte. Suite à l'appel du 18 juin, il aurait dit: j'ai fait ce que ma conscience m'a ordonné, l'espoir passe par l'Angleterre. Alors, je ne vais pas refaire la biographie de Fresca Marone, mais c'est important de le citer. Donc, il rentre dans les forces aériennes libres. Peu de monde en Angleterre, le refus de la défaite,
des organisations, des contacts avec des maquis sur le continent, et une fin tragique pour laquelle on le compare à Jean Moulin. Parce qu'à un moment, on lui dit: De Gaulle est le seul homme capable de rendre son indépendance à notre pays, je le suivrai jusqu'au bout. Et cette phrase fatale qu'il aurait prononcée, mais je sais bien que je n'en reviendrai pas. Donc là, on est au début donc, de ces. Enfin, on est toujours dans les années 40. Une autre étape importante de l'engagement pour certaines personnes, ce qu'on appelle l'humiliation. Alors, vous avez en arrière-plan la photographie de l'arrivée des soldats italiens qui débarquent donc descendent à Saint-Joseph. Cet événement est vécu comme une humiliation pour beaucoup de monde. Alors, je rappelle le contexte: le débarquement d'Afrique du Nord française, l'opération Torche qui s'y déclenche, il y a plus de zones libres en France, et le préfet Vallée annonce dans la dépêche corse du 12 novembre 1942: le marshal demande de recevoir les troupes de l'Axe avec correction et dignité. Il désire que l'ordre règne. Alors là, il y a un déclenchement d'engagement assez important. Alors pour certaines personnes, aucune résistance organisée n'apparaît jusqu'au 11 novembre 1942. Ça peut se discuter sur le concept de résistance, mais on reste dans la chronologie. Je voudrais citer le commandant Pietri, qui est au maquis le 11 novembre à Saint-Gallier-de-Capri, avec une manifestation publique importante. Je peux citer Charles Galette, le 11 novembre 1942. Quand ils ont débarqué au port de Bastia, j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose. J'étais avec mon ami Arthur Joboy. On a décidé de commencer à faire de la résistance. Jérôme Santarelli, qui dit: nous pensions vivre un mauvais rêve. L'armée fasciste déferlait sur nos troupes dans nos villes. Sur l'ambiance générale, les historiens insistent, enfin les historiens et les journalistes aussi, qu'on parle de suprême humiliation. On dit qu'il y a une froide hostilité vis-à-vis des troupes qui arrivent. Bon, là, je peux donner une anecdote familiale d'une personne de ma famille qui m'expliquait que quand on s'adressait en italien à une personne, il fallait seulement ne pas comprendre. Donc on est le 11 novembre, en plus, en fait, qui a un rapport avec l'armistice, évidemment, de la Première Guerre mondiale. Je peux citer encore François Vidal, par exemple, donc, avec un engagement ancien. Son premier mouvement, le 11 novembre, en Casin, qui a de battre le rappel et de refuser l'occupation. L'engagement de Jean Nicole. 3 jours après l'arrivée des troupes italiennes, Jean Nicole est contacté par Mons Meignet, l'un des dirigeants du Front National, et entre en clandestinité. Maurice Choury appelle ça le 11 novembre de la honte. Donc là, on est dans la première étape. Sur l'occupation elle-même, il y a une thèse qui vient de paraître de l'historienne Diane Brière, qui s'intitule L'autre occupation, dans laquelle elle fait une présentation de l'occupation italienne avec pour cadre le sud-est de la France, depuis la Savoie jusqu'à la Corse, et elle explique bien comment fonctionne l'occupation italienne, comment elle est organisée avec la dualité, c'est-à-dire l'occupation militaire et l'aspect économique. Dans sa thèse, elle évoque les aspects économiques après avoir épluché les différents dossiers. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette occupation correspondait à un projet qui était déjà réfléchi. Alors, en gros, je résume. Le fascisme, à une certaine époque, ce n'était pas seulement un projet politique, c'était un projet de civilisation, et il s'agissait d'avoir une Europe régénérée autour de trois cercles, évidemment, dans lesquels se retrouvait la Corse. Et donc là, j'en viens à l'aspect économique. Le quotidien, c'est la pénurie, le marché noir, des prix qui augmentent, et les couvre-feux. Donc, la fameuse circulaire du préfet indique que les troupes italiennes ont été définies comme des troupes d'opération et on dit que la souveraineté française reste intacte. Donc je reprends les termes exacts de la circulaire. Cette présence n'a ni le caractère ni les effets d'une occupation et il convient de proscrire les termes d'autorité d'occupation, de zone d'occupation pour substituer ceux d'autorité d'opération et de zone d'opération. En fait, c'est très mal vécu. Il y a des problèmes de ravitaillement, il y a des couvre-feux. Donc l'occupation est mal vécue. Alors je vais citer un exemple. Une lettre écrite par Jean René, il a cette qui écrit à sa fille, qui est institutrice à l'extérieur. Il écrit: l'occupation italienne a duré 6 mois. Le couvre-feu était à 9h du soir. Il y avait avec plus de 2000 Italiens, dont un commandant qui n'était pas commode. La moindre parole de travers, on était appelé au commande. L'enchérissement de la vie,
était à cause d'eux, ils achetaient à n'importe quel prix. Donc, difficultés économiques, couvre-feu. Alors, certains ont chiffré le coût de l'occupation, hein. Donc je passe directement au bilan, 4 milliards de francs, ça va coûter à peu près. Et concernant l'occupation italienne, je suis obligé aussi de citer le livre de Livret qui parle de l'occupation italienne. Alors, il dit en préface, il dit qu'il n'a pas fait un livre d'histoire, mais on voit quand même, on palpe quand même la réalité du quotidien des gens. Il décrit ce qui se passe. Alors, je le cite. La résistance affirma dès l'arrivée de la commission italienne d'armistice. Le commandant italien, le gouvernement de Vichy, essayèrent de nous persuader qu'il s'agissait de troupes d'opération. En réalité, il s'agissait de troupes d'occupation, et c'est bien d'une annexion qu'il s'agit. Dès le 11 novembre 1942, les Italiens rendirent la Niger, la réquisition payait toutes choses. Bon, je ne vais pas trop m'étaler, sans compter qu'il y a une justice sommaire. Dans le livre de Livret, il explique bien les arrestations, les interrogatoires, les rapports avec le chimiste noir qui mèneront à la déportation pour certaines personnes. Alors, je voudrais citer d'autres personnes. Je ne peux pas citer tout le monde, mais c'est important. Léo Miguel, dont on avait fait un entretien qui a été publié par Dominique Lanzala, dans un livre qui s'intitule En homme libre. Il précise un peu son sentiment, il se livre, et il dit « Il y avait des gens qui se dressaient contre le fascisme en Corse, au nom d'un idéal qui se rattachait directement à celui de 1789. Nous connaissions les limites de 1789, mais la Révolution française avait des principes qui pouvaient être repris et galvanisés à l'époque. Il fallait choisir entre l'Italie fasciste et la France démocratique. Pour nous, se battre contre le fascisme pour la cause française, c'était se battre contre une idéologie rétrograde et barbare. Il y a aussi donc Maurice Chaury, l'investissement de Maurice Chaury qui est important, l'investissement de nombreux résistants dans le cadre des jeunesses communistes. Et là, il faut remonter à l'année 1934, donc petit rappel historique, on a le Front populaire, février 1934, montée de l'extrême droite, et là, il y a des congrès importants. Donc le congrès d'Ivry-sur-Seine est considéré comme un congrès important où il y a des personnalités qui feront les futurs cadres de la résistance. Et là, je peux citer aussi une autre personnalité forte, qui avec des convictions, c'est Laurent Prétioz. Alors, Laurent Prétioz, dans l'introduction de son livre qu'il a écrit avec Toussaint Griffe, il est précisé que pour Laurent Prétioz, la résistance corse n'est qu'une étape dans une longue vie de militant, moins connue, mais consacrée à l'idéal socialiste et humaniste. En 1936, il devient membre du bureau fédéral de jeunesse socialiste du département d'Alger. Alors, il aurait dit cette phrase: l'essentiel pour nous était de demeurer fidèle à notre engagement initial, vaincre le nazisme et restaurer la République avec le CNR. Donc, c'est le Conseil national de la résistance. Il faut que je cite à ce titre-là le regretté professeur Pompoy, qui a d'ailleurs, lors des 3e colloques de l'ANACRE, avait été intervenu à ce sujet, et qui dit, en parlant de Laurent Prétioz, on doit voir en lui moins un pied noir animé par le désir de secourir sa petite patrie d'origine, qu'un homme qui, dès son adolescence, était idéologiquement engagé à gauche, qui avait été imprégné de l'esprit du Front populaire et qui rejetait le régime de Vichy comme attentatoire à la République. Alors, Sixte Volume l'a dit tout à l'heure, la Révolution française a un rôle important. On retrouve, notamment dans les écrits de Simon-Jean Vincibler, des références importantes. Je ne cite, je ne peux pas les citer tous parce que le temps nous est compté, mais je vous dis une phrase qu'il aurait dit: comme a mis sur la Révolution, l'effet moral fut indéniable. Le patriote corse, le Paris d'Étienne Marcel du 14 juillet, le Paris des Trois Glorieuses et de la Commune est délivré. Donc, référence au décret du 30 novembre 1789, qui fait participer la Corse à la citoyenneté française. Donc, ces références sont importantes et on pourrait en citer beaucoup. Je voudrais quand même laisser toujours une place. Alors, en historien, l'histoire, normalement c'est une science, mais elle n'est pas toujours exacte, et des fois il y a une part de hasard. C'est comme dans la vie, il y a le destin, l'impondérable, et les rencontres qui vont former des gens. Je ne peux pas toutes les citer, mais quelques rencontres importantes, je pense au rôle joué par Roberto Dicic dans la région basquaise, un des premiers organisateurs du premier réseau de résistance,
et à l'origine de la réunion corse du colonel Fabien. Bati Fosé avait raconté cette rencontre. Je cite, « Je me souviens du mois de juillet 40 de cette réunion qu'a fait Albert Ier avec Robert Giudici. Nous poursuivions sur le hauteur de Bastia, près du fort Luigi. Le 11 juillet, Jean-Baptiste Angeli débarque chez moi. Ce commandant fut déporté à Dachau. Il m'a mené à un certain Fredo. Fredo était Pierre-Georges qui plus tard prit le nom du colonel Fabien. Il avait fait la guerre d'Espagne. Il resta près d'un mois parmi les pêcheurs bastiers et forma les futurs dirigeants de la résistance corse. L'analyse de Fabien partagée par Robert Giudici et Daniel Casanova devait être confirmée par un document rédigé par Gabriel P. le 15 mai 1941 avec la création d'un vaste mouvement de libération nationale. Voilà des rencontres importantes. Autre rencontre importante, celle de Pierre Orsogne avec Jean Nicole, qui d'ailleurs a été publié dans le bulletin de la NACRE. C'est le numéro, pour être cité, le numéro 43 de la mémoire. Il dit « Jean Nicole me demanda avec assistance de renoncer à mon départ et de continuer à travailler avec lui. C'était le 3 janvier 1943. Ce choix était plein d'aléas. Il conditionnait mon avenir professionnel, mais aussi ma vie même. Pourtant, j'ai accepté la proposition, car il n'était pas possible de décevoir un responsable qui faisait preuve dans sa tâche absorbante et dangereuse de sa plus grande abnégation. » Et là, ces écrits, on les retrouve aussi dans le livre La biographie de Jean Nicole, avec un recueil de textes dans lequel on évoque le charisme de Jean Nicole. J'y reviendrai plus tard. Une autre rencontre importante, celle de Laurent Preziosi avec la salle de Montilla. Laurent Preziosi, un des artisans de la mission de Pearl Harbor, raconte de sa rencontre. Et il dit « Je me rends chez Joseph de Monterre, fils du bâtonnier, Hyacinthe de Monterre, maire limogé par Vichy. J'ai eu l'occasion de le connaître lors de mon séjour à Bastia, entre juin 1941 et février 1942. Donc, cette rencontre, il dit que c'est une mission très officielle, organisée par l'état-major du général Giraud. Et il fait sa demande au maire de Bastia, l'ex-maire de Bastia, vous êtes maire de Bastia, élu au suffrage universel, suspendu de vos fonctions par Vichy. Il vous appartient de prendre la responsabilité, dans un premier temps, d'organiser un groupe de résistance. Et là, la réponse est immédiate. Le bâtonnier et son fils, M. Létine, non seulement acceptent alors de participer activement à notre entreprise, mais ils assurent qu'ils peuvent nous mettre en rapport avec d'autres patriotes. Voilà. Donc, un moment important aussi dans le développement du réseau, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc là, on va essayer d'arriver à la deuxième étape, l'étape de l'organisation. Et là, on rentre de plein pied dans l'action et l'organisation. Première étape, renseigner les alliés. Alors, pour les missions qui sont en place et qui cherchent à s'installer, je rappelle, puisque c'est un moment de commémoration, qu'il y a une plaque au 35 boulevard Paul qui précise « Dans cet immeuble, le bâtonnier Hyacinthe de Monterre, son fils Joseph Louis, reçurent le 20 décembre 1942 la première mission que l'état-major interallié a envoyée d'Alger par le sous-marin Casadonte pour organiser la résistance corse. Ensemble, avec cette mission de Pearl Harbor, composée du commandant Roger de Sol, des lieutenants Pierre Griffe, Laurent Preziosi, Toussaint Griffe et de l'enseigne du vaisseau Lasserre, ils implantèrent dans cette île un puissant réseau de renseignement et d'action constituant la structure militaire de base, sans laquelle toute entreprise ultérieure n'aurait pu exister. Plusieurs membres du réseau furent arrêtés. Donc là, je m'arrête maintenant sur la mission de Pearl Harbor, qui mérite un développement. En quoi consistait la mission? Alors là, je parle un peu de ce qui s'est passé sur Bastia, mais il y a plusieurs autres endroits où il y a eu des activités importantes. Il s'agissait de prendre des renseignements. Alors, on passait par des boîtes aux lettres. Il y avait un groupe de maximum de 20 personnes qui s'occupaient de ça. Et chaque personne qui s'investissait dans cette mission ne connaissait pas le nom de la personne du contact. C'est le principe du cloisonnement, c'est-à-dire qu'en cas de difficulté, il ne fallait pas être pris. Et certains Bastiais se sont engagés. Un très jeune Bastier d'ailleurs s'est engagé à l'époque et il a pu me raconter ses aventures. Et du coup, on connaît moins les noms de ces personnes. Il y a d'autres personnes qui mériteraient d'être citées. On peut citer quelques noms comme ça, quand même. Pierre Rich, Sébastien de Casal, Dominique Casanova, qui a été torturé, et évidemment Pierre Griffe, qui faisait partie de la mission Pearl
Perlardo, César Mattei, Clément, le commissaire de police Castellac, tous ces gens-là ont pris des risques énormes, et certains l'ont payé très cher. La mission Perlardo, je vais quand même insister, et les choses auraient pu se passer autrement. Il y a une prise de risque assez importante. Je vais quand même faire un petit résumé. Bon, je pense qu'ici, il y a des gens qui sont passionnés par l'histoire, qui savent déjà ce qui s'est passé, mais c'est quand même important de le savoir. Lorsque les marins ont débarqué avec les membres de la mission, ils se sont retrouvés tout de suite dans un endroit difficile. D'ailleurs, le commandant Herminier, dans son livre sur le sous-marin Casablanca, précise bien qu'il naviguait à vue, c'est le cas de le dire, pas de radar, on ne savait pas où il était, il s'agissait de prendre contact avec les patriotes. Alors là, vous avez une liste de Réville, deuxième plaque importante, deuxième plaque que je vais citer, mais la mémoire passe par là. Il est écrit dans cette église, le 15 décembre 1942, l'abbé Mattei, curé de Cargèse, a reçu 3 membres de la mission Perlardo, commandant Roger de Sceaux, lieutenant Toussaint Griffy, lieutenant Laurent Pétios. Débarqué la veille de Mont-Saint-Topi par le sous-marin Casablanca, une d'Alger, de cette rencontre, l'histoire retiendra que Réville fut la base de départ de l'organisation militaire de la résistance corse grâce au patriotisme de sa population. La mission en elle-même, Toussaint Griffy précise les contours de la mission. 3 objectifs: créer des réseaux de renseignement, des messages envoyés. Alors, selon les historiens, entre 90 et 100, 200 messages, constituer des groupes de résistants et fournir des armes de guerre. Donc, je vais résumer quand même cet événement important parce que certains auteurs, je crois que c'est Paul Sylvain qui appelle ça l'étincelle de Réville, donc l'étincelle parce qu'on a mis le feu, évidemment. Les protagonistes de la mission de Perlardo se retrouvent en difficulté et il y a une rencontre importante qui est citée, qui a été reproduite par certains films, certains reportages. C'est la rencontre avec l'abbé Mattei, le prêtre des Andes, pardon. Je pense que beaucoup de monde la connaissent. L'abbé Mattei, donc, il y a un moment de doute, je résume l'histoire, il tombe sur l'abbé Mattei qui va les aider tout de suite. Il y a un moment de flottement, il y a un épisode de la messe dans laquelle les membres de la mission sont dans l'église, on se pose des questions, et l'abbé Mattei fait appel à un ami qui s'appelle Dominique Antoni, et Dominique Antoni a des connaissances. Et là, je trouve que c'est quand même assez admirable, puisqu'on se retrouve avec toute une famille qui se retrouve immergée dans la résistance de fait, puisqu'on a un petit réseau familial, enfin petit, qui s'élargit. Alors je vais citer les noms parce que c'est des personnages que j'en connais au moins. De la famille Nez, on retrouve Marie-Jeanne Nez. Son mari Mathieu Nez va servir de guide à l'équipe de Perlardo pour aller jusqu'à Corté. De Corté, nous descendons sur Bastia. Tout ça évidemment en cachette, puisqu'il y avait des Italiens. Je rappelle qu'il y avait des troupes italiennes dans tous les visages. Je vous ai parlé de Fico tout à l'heure. Les gros bourgs, les passages étaient bloqués. Un des membres de la famille qui a 13 ans se retrouve embarqué dans cette histoire-là, et qui me dit qu'il n'avait pas peur. Donc c'est quand même assez admirable. Donc, Mathieu Nez, Benoît Nez, Charles Nez, Toussaint Nez, troisième, et d'autres personnes ont fait appel à un autre prêtre, l'abbé Tchécal, qui s'occupe de cacher le Piatif, Antoine Camille, Mattei le receveur des postes, et d'autres patriotes. Donc certains ont été arrêtés. Les frères Nez ont réussi à prendre le maquis, même s'ils ont eu des moments difficiles. Donc c'est intéressant, c'est très risqué, et surtout, on se retrouve finalement avec un premier réseau. C'est Toussaint Griffy et Laurent Pétios insistent pour dire que le premier réseau local va se mettre en place. Je le cite. Et une petite anecdote, c'est que entre la mère, puisque la mère Nez, je dirais, s'occupait de la famille, toute la famille était hébergée dans la bergerie, et ils avaient leur code. Donc ils savaient que les Italiens pouvaient arriver d'un jour à l'autre, il y avait même des Italiens en civil et des policiers en civil. Et le code familial, c'était pour dire que les Italiens, l'armée, les soldats ou des descendants qui étaient en danger,
mi diceva che in corso dopo di avere la televisione, et pour qu'ils se fassent ce que l'on. Les cochons sont descendus sur les amandiers, c'était le code pour pouvoir échapper à la situation. Et du coup, ils ont pris un tireur. On se rend compte quand même qu'on se retrouve avec une famille entière qui se retrouve en clandestinité pendant plusieurs mois, d'accord, avec des moments très difficiles. L'autre aspect de cette émission, c'est important, c'est que cette émission aussi au mois de février, il y a des débarquements sur la plage d'Aron et on retrouve des protagonistes importants qui vont participer, notamment Arthur Jobon, Jean-Paul, Yann de Juste, François Carl et André Botti. Voilà. Donc finalement, on sort du cadre finalement du simple renseignement, puisqu'on se retrouve avec le renseignement, les guides. Cette famille qui s'est investie, il nous disait Fadja Moulout, donc il faisait les guides, il transportait les armes, ils étaient condamnés, la plupart, par le tribunal italien. Et donc finalement on se retrouve avec une base importante de ce qui peut être la libération plus tard. Effectivement, c'est important d'ailleurs dans sa conclusion sur son livre, L'Europe précieuse, fait comprendre qu'il voulait continuer en fait, qu'il a été rappelé. Il aurait bien aimé continuer la seconde partie. Donc ça c'est le cas scolaire, et c'est intéressant parce qu'on voit les zones de parachutage. Alors, j'ai oublié une chose, si je en a parlé, les tracts c'est important aussi. C'est-à-dire que les tracts, la presse communique avec l'opinion publique, c'est important pour galvaniser un peu la population. Le commandant Pietri de Sangalino di Cap précise la Corse n'est pas à donner, la Corse de San Piero de Paoli et des Chinarquaises ne s'est donnée qu'une fois, c'est donné à la France. Alors, à l'exposition de justement ces tracts antifascistes, anti-allemands, je ne vais pas tous les dire parce que sinon ce serait trop long, mais la presse a joué un rôle important. La presse, on fait des appels, appels de travail forcé, l'heure des luttes intestines à passer, des imprimeries clandestines, l'imprimerie de Port qui s'est déplacée, l'opération d'Amilray, les Robert Petit qui réussissent une opération sur l'imprimerie nouvelle, qui est la propriété du consulat d'Italie, les tracts britanniques, et le rôle important de Maurice Chouy, qui a rédigé beaucoup de tracts de proclamations. Alors, j'ai parlé des différentes missions, je voudrais quand même aussi, il faudrait évoquer la mission Frédéric qui s'est terminée tragiquement aussi, qui a duré un travail, et le rôle de Paulin Colin-Baptiste, qui va unifier ces différentes missions, et la marité sur les parachutages. Alors le parachutage, on a eu 64 parachutages. Pour Jean-Nicole, c'est le terrain de Chinich, avec chaque zone de parachutage qui a fait un nom de code, c'était le nom de code de Jaguar. 64 parachutages d'après les livres, je pense que c'est correct. Donc là, on a le village de Nico, des parachutages aussi qui avaient lieu en montagne. Alors je vais citer une vicolaise qui raconte un peu ce que faisait son mari. Donc c'est pas moi qui le dis, elle s'appelle Jacqueline Pagliana-Poel, dans ce livre Ce passé que j'ai tant aimé. Mon époux, à son tour, d'une autre manière, raconte ses propres récits, dont certains remontent à la dernière guerre. Il y a beaucoup à dire sur cette période. Vico, occupé par l'armée italienne, vivait des moments incertains et inquiétants. La population était soumise à des contrôles permanents. Un couvre-feu fut imposé, interdisant toute circulation de personnes 21h à 6h du matin. Sans oublier les restrictions alimentaires, des chicanes avaient été installées pour des contrôles sévères à l'entrée et à la sortie de Vico. Donc il était facile de bloquer le village à l'entrée, et en bloquant le village, on pouvait avoir empêché les déplacements sur l'arrière-pays et sur d'autres montants de Sceaux. S'étant réfugiés dans l'entrée scientifique, des résistants recherchés alors par l'armée italienne Novra, s'étant réfugiés dans le maïs du Ligue, ils étaient approvisionnés en armes, en nourriture et en nourriture par mon mari qui leur servait d'agent de liaison. Au cours d'un de ces déplacements, il fut interpellé alors qu'il avait dissimulé des armes de poing dans le rembourrage du bas de l'Imbasque. Et c'est grâce à ce subterfuge qu'il put poursuivre sa route. Il procéda avec ses amis résistant à la distribution d'armes, des mitraillettes, des stères, entre autres récupérées lors d'un parachutage au-dessus d'arbres. Donc en fait, on a le principe du parachutage avec la livraison d'armes, des récupérations d'armes, les exemples sont assez nombreux. Jean-Nicole a participé activement, le terrain était classé à rang. Je voulais citer quand même, puisque son investissement lui a coûté la prison, Jean Pigny, qui récupérait des armes au-dessus de Tchervion, sur le massif de Laskovic.
Et suite à ces actions-là, évidemment, il y a eu des arrestations et des déportations à Lille. Ensuite, je voudrais citer donc Sylvain Guibourg qui a travaillé sur l'ensemble de la période et qui a étudié les professions particulièrement engagées. Et je ne peux pas les citer toutes, mais l'école représente, je cite Sylvain Guibourg, l'armature civique et politisée de la résistance corse avec ses valeurs. Jean-Nicole, sur lequel on écrit il était épris d'égalité entre les hommes et les peuples. Les choix politiques sont d'abord affaire de morale. Voilà, ça on insiste beaucoup. Et Pierre Orson précise aimer la liberté avec un grand L. Alors, il y a beaucoup d'instituteurs qui se sont engagés dans la résistance. J'ai cité tout à l'heure Robert Dulicelli. Robert Dulicelli était un jeune instituteur guidé par un idéal de liberté. Il a été arrêté en janvier 1941. Prezzo, donc instituteur, moi j'ai parlé. Arthur Giovone, qui est cité comme exemple d'engagement total. Alors, dans le mémorial des Corses, vous avez un témoignage d'Arthur Giovone dans la résistance qui explique son rôle à l'intérieur de l'école et du lycée, où il était à Rodez en novembre 1941. Donc, il dit me voilà donc à Rodez en novembre 1941, j'organise la résistance dans le lycée, en liaison avec les polices de la ville. Deux professeurs soi-disant francs-maçons avaient été mis à pied par Vichy. Nous avions organisé une caisse de solidarité qui permet de les faire vivre pendant des mois. Je fus ensuite chargé de créer le Front National dans la ville, ainsi que la résistance dans la ville de Rodez. Nous éditions des tracts et nous imprimions dans les comptes du lycée. Les journalistes, enfin, beaucoup de professions se sont investis dans la résistance, des gendarmes aussi, puisque en fait, par omission, certains dossiers étaient classés, touchaient certaines familles. Effectivement, là, on touche le problème du conflit d'autorité entre le pouvoir administratif et le commandement italien, ce qu'on a dit éventuellement entre les autorités préfectorales et la justice italienne. Les manifestations importantes, manifestations de Bastia en mars 1943, les manifestations suite à la mort du cheminot Frécard à Ajaccio, manifestations de masse, et une répression qui va s'amplifier, surtout en mars et en juin 1943. Alors, au musée de Bastia, vous avez l'ordonnance du 7e corps d'armée. Les choses sont claires, hein. On a pratiquement la peine de mort sur chaque article, hein. Je ne vais pas les citer tous. Quiconque encouragera, dirigera une sélection armée ou prendra part sera puni de mort. Quiconque encouragera ou dirigera des associations ayant pour but le développement d'une activité contraire aux forces armées italiennes, etc., sera puni de mort, etc. C'est importante. Surtout après le 17 juin 1943, la fusillade de la brasserie nouvelle à Ajaccio. Les verdicts du tribunal de Bastia tombent le 5 juillet 1943. Vernuche, alors c'est pour André, je ne peux pas citer tous, 12 juillet 1943, Raymond, etc. 27 juillet 1943, Nez à la famille Nez, dont j'ai parlé. Pierre Griffi, 16 août, Dominique Casanova. Voilà, donc une accélération de la répression. Voilà, donc, la plaque qui se trouve à Saint-Joseph, le résistant condamné à mort, Marc Croge, en Chalandais, Guy Verstrade Vernuge, fusillé 6 juillet 1943, Jean-Baptiste Aiguier, Pierre Griffe, Michel Botz, Jean-Noël Louis et Jean. Alors, un autre temps important, c'est le temps du combat, en 1943, l'insurrection du 9 septembre. Donc là, vous avez la photographie qui montre les insurgés à Ajaccio. Alors je résume, donc sur le tour d'Ajaccio, le Front National tient une équipe réunion pour entrer dans la ville, les locaux sont envahis. Maurice Chauny lance l'ordre d'insurrection. Cette insurrection a des conséquences importantes. Sixtus Goling avait déjà expliqué une mobilisation de masse. Donc, je cite un numéro numéro 40, qui a permis la libération de la capitale de la Corse, simplement sur la chute de France et d'Ibérique. Alors, cette insurrection pose plusieurs questions, c'est un événement très riche, donc il mériterait un seul colloque. On se retrouve avec la fameuse divergence de Gaulle-Giraud, s'il en est, le mécontentement de Gaulle, quand il aurait dit « Je suis froissé mécontent de la manière dont vous avez procédé à mon égard ». Il aurait dit Giraud décide et je m'approuve d'effectuer l'opération sur une échelle réduite. Mais justice étant au moment de capacité militaire du Giraud ne restait pas moins qu'il avait procédé vis-à-vis du gouvernement de manière qu'on pouvait agir. Donc une accélération des événements.
Des décisions, alors des importantes qui avaient préparé cette insurrection. Donc, il y a eu des réunions au port, qui s'organisent au tribunal le 4 août. Et l'aide est venue d'Alger. Alors, on attendait une aide importante, mais il y avait des problèmes de logistique. Alors, problème de logistique, c'était le département des troupes à salaire. Et c'est un plan qui exigeait beaucoup de moyens. L'opération Jésus est lancée, là vous avez des lieux de combat. Ce qu'on appelle le 27 Glorieux du 8 septembre au 4 octobre, c'est des lieux qui donnent le nom. Alors vous voyez toute la plaine orientale avec les lieux de combat, le côté occidental. Voilà, donc ça c'est une carte plus dynamique qui montre que les patriotes, les bataillons de choc ont participé à ces actions-là en essayant de faire une évacuation des Allemands. Alors, je ne vais pas refaire toutes les batailles, parce que sinon on est jusqu'à demain, mais c'est important de citer les batailles de Lévis, donc les batailles de Lévis, des Panzers. Le bilan de l'engagement est assez mitigé. La plupart des gens disent qu'on se retrouve avec une opération qui a permis de ralentir l'avancée des Allemands. Les batailles de Bastia, des dégâts considérables, des dégâts matériels. Je voudrais terminer sur la notion d'engagement. Je voudrais juste pour faire plaisir, certaines cartes qui montrent que la Corse a été libérée en 1943, pas toutes, mais c'est quand même important de le signaler. Enfin, je voudrais terminer sur la permanence de l'engagement. Alors là, je ramène à l'histoire politique sur le livre écrit par Ange Revers de Grignetti sur la Corse et la République qui précise les batailles d'après-guerre, en fait, ou du moins tout de suite après la mise en place des conseils de préfecture. Je voudrais terminer par une permanence quand même de l'idée d'engagement, puisqu'au niveau scolaire, la culture de l'engagement est enseignée dans les classes. On a un Conseil national de la résistance qui a été institué par l'inspecteur Louis-François depuis 1961, qui permet aux générations de professeurs et d'anciens combattants de se voir. On parle de culture d'engagement. L'engagement est pour une dimension de motivation comme raison d'agir, ainsi qu'une éthique de la responsabilité, et ainsi que la liberté. Alors je terminerai en disant que engager au service d'un idéal démocratique avec pour objectif le respect des libertés fondamentales, les différents acteurs de libération de la Corse ont par leur sacrifice anticipé la libération du territoire français. Je vous remercie, j'espère que je vous ai pas trop parlé. Merci. Merci d'avoir rappelé toutes ces activités résistantes qui ont abouti à la libération de la Corse le 4 octobre 1943. D'ailleurs, le 4 octobre 2023, nous serons sur la place Saint-Nicolas pour célébrer comme il faut l'anniversaire de cette libération. Et si vous voulez en savoir plus sur l'opération Vésuve que Jean Do a évoqué tout à l'heure, le petit-fils du général Giraud, opération Vésuve, là vous en saurez encore plus.